Une mendiante, tremblant de faim, entre dans un garage seulement pour demander un morceau de pain, mais les mécaniciens la traînent dehors et se moquent d'elle devant tout le monde. « Dégage d'ici, petite crasseuse !» crie le chef d'atelier, tandis qu'elle tombe à genoux sur le béton. Mais, juste avant d'être expulsée, Andrea lève les yeux et voit un camion qui vaut des millions d'euros et dit quelque chose qui plonge l'endroit dans un silence complet. Ce châssis va se casser en deux. Personne ne comprend comment une fille de la rue pourrait savoir une chose pareille, jusqu'à ce que le propriétaire du garage s'approche d'elle et demande d'une voix froide « Comment tu sais ça ?»« Ça ?» Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'a brisé le cœur et qui l'a ensuite rempli d'espoir. Une histoire qui s'est passée ici même, dans les rues de Lyon, il y a quelques mois. Une histoire sur une jeune femme que le monde avait oubliée, mais que Dieu n'avait pas abandonnée. Andrea Dubois a 21 ans, mais si vous l'aviez vue marcher dans les avenues du centre de Lyon par cette matinée d'octobre, vous auriez dit qu'elle en avait 35. 6 mois à vivre dans les rues ont marqué son visage de rides qui ne devrait pas être là. Ses vêtements sont déchirés et tachés d'une saleté qui ne part même pas à l'eau. Ses chaussures ont des trous qui révèlent ses pieds, gonflés et douloureux d'avoir tant marché sur l'asphalte chaud. Elle porte ses cheveux noirs attachés en une queue de cheval désordonnée, essayant de garder un peu de dignité, bien qu'elle se souvienne à peine de ce que c'est que d'être propre. Mais ce qui fait le plus mal à voir chez Andrea, ce n'est pas la saleté, ni la faim imprimée sur ses joues creuses. Non, mes amis, ce qui fait le plus mal, c'est de voir comment elle garde la tête haute, comment elle marche d'un pas ferme, malgré le fait qu'elle n'ait pas mangé depuis 2 jours. Parce que cette fille, bien que le monde ne le sache peut-être pas, bien que personne n'imagine peut-être, possède un talent extraordinaire qu'elle a hérité de quelqu'un de très spécial. Sa grand-mère Catherine. Madame Catherine Dubois était l'une des premières femmes soudeuses certifiées de toute la France dans les années 70. Imaginez, à une époque où les femmes ne pouvaient même pas entrer dans les usines, Madame Catherine soudait des structures dans des pétroliers sur des plateformes pétrolières, dans des endroits où les hommes disaient qu'une femme n'avait rien à faire. Et cette femme extraordinaire vit maintenant oubliée dans une maison de retraite à Saint-Étienne, sans ressources, sans visite, attendant que quelqu'un se souvienne d'elle. Tout au long de l'enfance d'Andrea, Madame Catherine l'emmenait dans le petit atelier familial qu'ils avaient à Vénissieux. Là, au milieu de l'odeur de métal chaud et d'huile brûlée, entre les étincelles de soudure et le son des outils, cette petite fille a appris des secrets que même les ingénieurs modernes ne connaissent pas. Elle a appris à lire le métal comme on lit un livre ouvert. Elle a appris à voir ce que les autres ne voient pas, à entendre ce que l'acier murmure quand il subit des tensions invisibles. Mais la vie, mes chers amis, la vie a des façons cruelles de tester les bonnes personnes. Quand Andrea avait 18 ans, l'atelier a fait faillite. Son grand-père est décédé. Sa grand-mère a dû aller en maison de retraite parce qu'il n'y avait pas d'argent pour s'occuper d'elle. Et Andrea s'est retrouvée seule au monde. Elle a travaillé où elle pouvait, comme assistante en peinture automobile, gagnant 1 500 € par mois, dormant dans une petite chambre au 6e étage, rêvant d'économiser assez d'argent pour sortir sa grand-mère de cette maison de retraite. Mais il y a 6 mois, l'atelier où elle travaillait a fermé ses portes, et Andrea, sans famille, sans économie, sans personne pour se porter garant d'elle, s'est retrouvée à la rue. Maintenant, elle marche dans l'avenue, les douleurs au ventre si fortes qu'elle ne sent même plus la faim, juste un vide qui fait trembler ses mains. Elle passe devant des stands de kebab où l'odeur de viande grillée lui donne le vertige. Elle passe devant des magasins où les gens la regardent avec mépris, serrant leurs sacs comme si elle allait les leur voler. Et Andrea ne peut que penser à sa grand-mère, se demandant si Madame Catherine aura assez à manger dans cette maison de retraite, si quelqu'un la traitera avec respect, si elle se souvient encore de ces après-midi heureux à l'atelier, quand elle lui enseignait les secrets du métal. C'est alors qu'Andrea voit les portes du garage industriel Moreau s'ouvrir, un énorme atelier spécialisé dans les véhicules lourds.
Et ce qui attire son attention, ce ne sont pas les camions ou les outils. Non, mes amis, c'est l'odeur. L'odeur de nourriture chaude venant de la zone de repos où les mécaniciens déjeunent, des sandwichs. Elle peut sentir le pain frais, le jambon, le fromage. Son estomac gargouille si fort que ça la gêne. Andrea s'arrête devant les portes. Elle sait ce qui va se passer. Elle l'a déjà vécu 10 fois dans d'autres endroits. Ils vont la chasser, l'insulter, peut-être même la pousser. Mais la faim, cette faim qui lui ronge les forces depuis 2 jours, est plus forte que la peur de l'humiliation. Elle veut juste demander un morceau de pain, un sandwich, n'importe quoi. Elle est prête à nettoyer le sol, à balayer tout l'atelier, à faire tout ce qu'on lui demandera. Elle a juste besoin de manger quelque chose. Elle respire profondément, arrange un peu ses cheveux et entre. Au même instant, à exactement 400 mètres de là, Octave Mercier conduit sa Mercedes, classe G noire. Un véhicule évalué à 150 000 €, les mains crispées sur le volant et la mâchoire serrée de pure frustration. Cet homme de 54 ans, aux cheveux clairsemés parfaitement coiffés, porte un costume italien de 2 500 € et une montre Rolex qui pourrait acheter 3 maisons. Il est sur le point de perdre l'affaire la plus importante de sa vie. Octave Mercier n'est pas un homme habitué à perdre. Il a construit Mercier Transport de zéro. Il a commencé avec un seul camion il y a 25 ans et possède maintenant une flotte évaluée à 8 millions €. 32 camions semi-remorques, 18 remorques spécialisées, des contrats avec les plus grandes entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un homme qui sait résoudre les problèmes, qui sait transformer les obstacles en opportunités. Mais maintenant il a un problème que tout, son argent, ne peut pas résoudre. Son camion Renault Trucks TI fait sur mesure, une machine qui lui a coûté 200 000 € et qu'il a modifiée spécialement pour transporter des équipements miniers de dimensions extraordinaires, a un défaut que personne ne peut diagnostiquer. Cela fait 2 semaines qu'il paie les meilleurs ingénieurs mécaniciens de Lyon et Saint-Étienne. Il a même fait venir un spécialiste de Paris. Rien. Personne n'arrive à découvrir ce qui ne va pas. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose fait vibrer le camion de façon étrange quand il est chargé à plein. Quelque chose que son instinct de transporteur lui dit être dangereux. Et son temps est écoulé. Il a un contrat avec une entreprise minière internationale de 2 millions € pour le transport d'équipements spécialisés pendant 6 mois. Des équipements que seul ce Renault modifié peut transporter avec sa configuration unique. S'il ne livre pas le camion certifié et en parfait état de marche dans les 72 heures, il perd le contrat et, avec lui, sa réputation. Et dans ce métier, la réputation, c'est tout. Octave entre dans le parking du garage industriel, Moreau, en faisant crisser les pneus de sa Mercedes. Il sort du véhicule avec son téléphone collé à l'oreille, criant sur son avocat pour qu'il trouve des moyens de prolonger le délai de livraison. Il ne peut pas y avoir de prolongation. Le client est déjà impatient. Ils envisagent déjà d'autres options. Ils marchent vers le bureau du garage, à grandes enjambées furieuses. L'ingénieur Villemont, cet homme avec un master fait en Allemagne qui lui coûte 3 000 € par jour de consultation, est déjà là à l'attendre, avec cette tête qu'Octave a appris à détester, cette tête de « je n'ai pas de bonnes nouvelles ». « Monsieur Mercier », commence Villemont avec sa voix prétendument autoritaire. Nous avons terminé la 5e inspection complète du système de suspension, moteur, transmission, tout est dans les paramètres normaux. Je suggère que vous acceptiez que peut-être le problème est dans votre perception, pas dans le véhicule. Octave sent son sang bouillir, sa perception. Il est dans ce métier depuis 30 ans. Il possède une entreprise. Il a conduit tous les types de camions qui existent. Il connaît ses machines mieux que personne ne connaît sa propre maison. Et cet ingénieur, avec son titre pompeux, lui dit qu'il imagine des choses. « Écoutez-moi bien, ingénieur », dit Octave avec cette voix grave qu'il utilise quand il est vraiment en colère. « Je n'imagine rien. Ce camion a un problème structurel grave, et si vous ne pouvez pas le trouver, j'ai besoin de quelqu'un qui le peut. J'ai 72 heures avant de perdre 2 millions €. Alors soit vous me donnez une solution réelle, soit... »
Un cri interrompt sa menace. Un cri venant de la zone de repos des mécaniciens, suivi de rires cruels et du son de quelqu'un qu'on traîne. Octave se retourne, irrité par l'interruption, et il voit une jeune fille maigre et sale, vêtue de vêtements, déchirée, tirée par le bras par le chef d'atelier, un homme imposant appelé Bernard Moreau. Les 5 mécaniciens qui déjeunaient sont maintenant debout, riant, pointant du doigt, faisant des commentaires qu'Octave peut entendre et qui laissent un goût amer dans sa bouche. « Sale clocharde !» crie Bernard, en secouant la fille comme si c'était un sac. « Les rues sont pleines de voleuses comme toi. Tu es sûrement ici pour voler des outils pour les revendre. »« Non, monsieur, s'il vous plaît. » La voix d'Andrea est basse mais ferme. « Je veux juste de la nourriture. Je peux nettoyer, je peux balayer, peu importe. J'ai juste tellement faim. » Les rires des mécaniciens deviennent plus forts. L'un d'eux crie « Eh bien, va chercher à manger à la décharge. C'est là que tu dois être. » Bernard la pousse vers les portes et Andrea trébuche, tombant à genoux sur le béton. Octave voit les larmes sur ses joues sales. Il voit comment elle se relève avec dignité malgré tout, gardant la tête haute même au milieu de l'humiliation. Quelque chose remue dans la poitrine d'Octave, quelque chose d'inquiétant, comme un souvenir qu'il ne veut pas revisiter. Mais il est trop concentré sur son problème de 2 millions d'euros pour y prêter attention. Il tourne le dos à la scène et retourne à sa discussion avec Villemont. Mais alors, Andrea voit quelque chose qui la paralyse complètement. À travers la porte ouverte du hall principal de l'atelier, illuminé par les lumières halogènes du plafond, se trouve le Renault Trucks T-High, rouge vif, énorme, majestueux, suspendu par des élévateurs hydrauliques avec les roues en l'air. Et bien qu'elle soit à 20 mètres de distance, bien que Bernard soit en train de la tirer dehors, bien que les larmes brouillent sa vision, Andrea voit quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. Les lignes irrégulières dans le châssis, le motif des soudures sur les renforts. Elle voit, avec exactement la précision que sa grand-mère lui a enseignée, pendant 1000 après-midi à l'atelier familial, où se trouve le problème qui a laissé les ingénieurs perplexes pendant 2 semaines. Et à ce moment-là, Andrea Dubois, la fille que le monde a oubliée, prend la décision la plus difficile et la plus courageuse de sa vie. Le châssis va se casser. Elle crie de toutes les forces qu'elle peut rassembler dans son corps dénutri. Les soudures de renfort sont mal faites. Quelqu'un va mourir. Le silence qui tombe sur l'atelier est si soudain qu'on peut entendre le bourdonnement des lumières du plafond. Tout le monde se retourne pour la regarder. Bernard avec sa main encore serrant son bras. Les mécaniciens la bouche ouverte. L'ingénieur Villemont avec une expression de indignation absolue. Et Octave Mercier, les yeux plissés, étudiant cette fille sale qui vient d'utiliser des termes techniques très spécifiques sur son camion qui vaut 200 000 euros. Bernard Moreau est si furieux que son visage devient rouge comme une tomate. Personne, absolument personne, et certainement pas une sale clocharde de la rue, ne va le faire passer pour ridicule devant le patron et les ingénieurs. Il travaille dans cet atelier depuis 18 ans. Il a vu des milliers de camions passer par ces bâtiments, et maintenant, personne ne va venir lui dire comment faire son travail. « Ferme-la !» crie Bernard, en la tirant plus fort vers la sortie. « J'en ai marre de tes cris !» Mais Octave lève la main, l'arrêtant. « Attends !» dit-il avec cette voix qui n'admet pas de discussion. Il marche lentement vers l'endroit où Bernard tient Andrea. Ses chaussures italiennes qui ont coûté 600 euros font un bruit sec sur le sol de béton. Debout devant elle, il l'étudie avec ses yeux d'entrepreneur qui ont appris à lire les gens en quelques secondes. Andrea garde les yeux baissés, tremblante, mais pas de peur. Non, de faim, d'épuisement, de 2 jours sans manger et de mois à dormir dans des rues froides. Mais quand elle parle, sa voix ne tremble pas. Le châssis a des fissures dans les soudures des renforts, monsieur. Je peux les voir d'ici. Les micro-fissures suivent un motif de refroidissement irrégulier. Si vous chargez ce camion à capacité maximale, le châssis va se casser en 2 et quelqu'un pourrait mourir. L'ingénieur Villemont explose avec un rire si plein de mépris qu'il résonne dans tout l'atelier. « C'est la goutte d'eau », dit-il en s'approchant à pas furieux. « Monsieur Mercier, vous n'allez pas laisser cette clocharde venir insulter mon travail. J'ai un master.
et l'ingénierie mécanique de l'Université technique de Munich. J'ai inspecté ce camion pendant 2 semaines avec l'équipement le plus avancé. Et cette femme, qui n'a probablement même pas fini le collège, prétend en savoir plus que moi. Si vous aimez cette histoire inspirante, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à Moteur et Espoir. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Les mécaniciens recommencent à rire. L'un d'eux crie « Elle a probablement appris sur YouTube ». Un autre dit « Ou peut-être avec l'esprit d'un mécanicien mort ». Le rire devient cruel, déshumanisant. Mais Octave ne rit pas. Il regarde dans les yeux d'Andrea, ses yeux marrons qui, malgré la faim et la misère, gardent une clarté, une certitude qu'il n'a vue que chez les gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. « Bernard, » dit Octave sans quitter Andrea des yeux, « amenez-la à l'atelier, je veux entendre ce qu'elle a d'autre à dire. »« Quoi ?» Bernard s'étouffe presque avec sa propre salive. « Monsieur Mercier, avec tout le respect que je vous dois, nous ne pouvons pas perdre du temps avec... »« Je ne demande pas, j'ordonne. » Le silence qui suit est long et inconfortable. Bernard, la mâchoire serrée, traîne Andrea avec lui vers le bâtiment principal où le Renault est garé. Les mécaniciens le suivent en murmurant entre eux. Villemont vient derrière avec un sourire présomptueux parce qu'il est certain, absolument certain, que cette mendiante va se ridiculiser et qu'il sera vengé. Quand ils arrivent devant l'énorme camion, Octave croise les bras. « Bon, » dit-il à Andrea, « expliquez-moi exactement ce que vous voyez. » Andrea avale sa salive. Elle sent les regards qui l'entourent comme des couteaux. Elle sent le bras de Bernard encore serré sur le sien avec une force douloureuse. Elle sent son estomac vide, ses jambes faibles, sa tête qui tourne. Mais alors elle ferme les yeux pendant 1 seconde et entend la voix de sa grand-mère, cette voix douce qui lui enseignait que le métal ne ment jamais, que l'acier dit toujours la vérité si on sait l'écouter. Elle ouvre les yeux et se concentre sur la structure du Renault. Le camion a été modifié pour des charges spéciales, n'est-ce pas ? Demande-t-elle, et sa voix semble plus forte. Ils ont ajouté des extensions au châssis pour supporter plus de poids. Je peux voir les soudures de renfort d'ici. Octave hoche lentement la tête. Oui, ils ont fait des modifications structurelles il y a 3 mois pour pouvoir transporter des équipements miniers extraordinairement lourds. Et qui a fait la soudure ? Villemont fait un pas en avant, offensé. Une équipe de soudeurs certifiés sous ma supervision. Chaque soudure a été inspectée et approuvée. Andrea le regarde pour la première fois, et il y a quelque chose dans ses yeux qui surprend tout le monde. Pas de peur, pas de soumission. Il y a la confiance tranquille de quelqu'un qui connaît la vérité. « Alors, vous avez mal supervisé, ingénieur », dit-elle d'une voix basse mais claire comme du cristal, parce que ces soudures ont été mal faites depuis le début. Villemont devient violet. « C'est une insulte. Monsieur Mercier, je ne vais pas... » « Laissez-la parler, » interrompt Octave. Et il y a quelque chose dans sa voix, quelque chose qui fait même taire Villemont. « Expliquez-vous, mademoiselle, et vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. » Bernard décide à ce moment-là de transformer ça en spectacle. Si cette sale femme va se ridiculiser, qu'elle le fasse devant tout le monde. Il lâche le bras d'Andrea et crie très fort « Tout le monde, venez par ici. Vous devez voir ça !» Des ouvriers, mécaniciens, soudeurs commencent à arriver de toutes les zones de l'atelier. Assistants, techniciens, 20 hommes se rassemblent autour du Renault, formant un cercle. Tous fixent Andrea avec un mélange de curiosité et de mépris. Une sale femme de la rue disant à des professionnels avec des années d'expérience qu'ils ont tort. « Cette jeune femme !» crie Bernard avec un ton sarcastique. Venimeux prétend en savoir plus sur la soudure que l'ingénieur Villemont, qui a étudié en Allemagne. Elle peut voir ce que nos équipes d'inspection n'ont pas vu. Allez, sale clocharde, prouve-le ! Une vague de rires éclate. Quelqu'un crie pour un diplôme honorifique. Un autre répond « Bien sûr, elle a étudié à l'université de la rue ». Les rires sont si forts qu'Andrea sent leur poids sur ça.
et me poitrine, comme si chaque coup était une attaque contre sa dignité. Mais alors, elle pense à sa grand-mère Catherine, cette femme qui est entrée dans les usines quand on lui disait que les femmes n'avaient pas le droit de souder, qui a prouvé par son travail que le talent n'a pas de genre. Elle se redresse. « Je peux expliquer exactement ce qui ne va pas, » dit Andrea. Et, bien que sa voix tremble un peu au début, elle se renforce progressivement. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quel procédé vous avez utilisé pour la soudure. Villemont lève les yeux au ciel. Soudage MIG, évidemment. La norme de l'industrie pour les structures en acier haute résistance. Quel type d'électrode? E13, comme on utilise normalement. Et voilà votre première erreur, interrompt Andrea. Et le silence qui s'installe est absolu. Pour l'acier haute résistance, dans des applications de charge structurelle, surtout sur des joints critiques comme ceux du châssis modifié, il faut du E7018. Le E13 a une résistance inférieure à la tension et est plus sujet aux fissures à chaud. Villemont ouvre la bouche mais aucun son n'en sort. Andrea continue, et maintenant les mots coulent comme si sa grand-mère parlait à travers elle. L'acier haute résistance a besoin de préchauffage avant la soudure. Vous l'avez fait? Parce que je parie que non. Je peux le voir dans le motif de décoloration autour des soudures. Ça indique que le métal de base était froid quand vous avez appliqué le cordon. Ça crée des contraintes thermiques résiduelles qui deviennent des fissures invisibles à l'œil nu, mais qui se propagent à chaque cycle de charge. L'un des mécaniciens les plus âgés, un homme dans la soixantaine appelé Étienne, s'approche les yeux plissés. « Et comment tu sais tout ça, petite ?» demande-t-il, mais sa voix n'est pas moqueuse. Elle est curieuse. « Ma grand-mère me l'a appris, » répond Andrea, et pour la première fois, ses yeux se remplissent de larmes, mais pas de honte, de fierté. Catherine Dubois était soudeuse certifiée quand les femmes ne pouvaient même pas entrer dans les usines. Elle a travaillé dans des aciéries, sur des plateformes pétrolières, dans la construction de ponts. Elle m'a appris depuis que j'avais 5 ans. Elle m'a appris à lire le métal, à comprendre comment l'acier réagit à la température, à la tension, à la fatigue. Des histoires, crie Bernard, n'importe qui peut inventer ça, mais... Octave lève à nouveau la main. Il s'approche d'Andrea, l'étudiant avec une intensité qui la fait se sentir nue sous son regard. « Continuez, dit-il. Dites-moi exactement ce que vous voyez. » Andrea respire profondément et pointe vers le châssis du Renault. « Vous voyez ces lignes sur les soudures, elles ne sont pas uniformes. La pénétration n'est pas complète. Je peux voir des zones où le cordon est plus fin, où il n'y a pas eu de fusion complète entre le métal de base et le métal d'apport. Ça signifie qu'il y a des espaces vides, de la porosité, et quand ce camion charge du poids, ces espaces vides deviennent des points de concentration de contrainte. » Villemont est pâle maintenant, mais il essaie encore de maintenir son autorité. Ce ne sont que des spéculations visuelles. Sans équipement de test non destructif, on ne peut pas... Les fissures à chaud, continue Andrea, comme si elle ne l'avait pas entendu, se propagent de manière souterraine. Elles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais je peux voir les indicateurs, le motif de refroidissement irrégulier, la décoloration de l'oxyde, les microdéformations dans le métal autour du joint. Ma grand-mère m'a appris que le métal laisse toujours des indices. Il raconte toujours son histoire, si on sait comment l'interpréter. Étienne, le mécanicien en chef, s'approche du Renault, s'accroupit et examine les soudures qu'Andrea a pointées. Après un long moment, il se redresse avec une expression sérieuse. « Monsieur Mercier, » dit-il lentement, « je suis dans ce métier depuis 40 ans, et ce que la fille dit fait sens techniquement. J'ai vu ces soudures quand ils les ont faites, et j'ai trouvé qu'elles avaient l'air bizarres. Mais Villemont a dit qu'elles étaient bonnes, et je n'ai rien dit parce que... « Elles sont bonnes, » insiste Villemont. Mais maintenant sa voix semble désespérée. C'est une perte de temps, une sans-abri, probablement droguée. Viens... La géométrie du cordon est aussi incorrecte. Andrea parle encore plus fort maintenant parce qu'elle sent que finalement quelqu'un l'écoute.
Les cordons sont trop convexes. Ça crée des concentrateurs de contraintes aux extrémités sous charge cyclique. Ces concentrateurs initient des fractures par fatigue. Et l'emplacement des soudures est exactement au point de flexion maximale du châssis quand le camion est pleinement chargé. Le pire endroit possible. Octave sent quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis 5 ans, depuis qu'il a perdu sa fille Renée, sa fille unique. Intelligente, belle, pleine de vie. Elle est morte il y a 5 ans dans un accident dans un de ses entrepôts. Un chariot élévateur mal entretenu, un opérateur qui avait averti que quelque chose n'allait pas, mais personne ne l'a écouté parce que ce n'était qu'un opérateur sans formation. Et l'ingénieur responsable, un homme avec des titres impressionnants et une arrogance sans limite, avait dit que tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Le chariot s'est cassé. Renée était au mauvais endroit au mauvais moment, et Octave est arrivé à l'hôpital à temps pour tenir la main de sa fille pendant qu'elle mourait. Il lui a fait la promesse de ne plus jamais donner plus de valeur au diplôme qu'à l'expérience réelle, de ne plus jamais ignorer les avertissements de ceux qui savent vraiment. Une promesse qu'il a faite sur le corps de sa fille unique, une promesse qu'il n'a pas vraiment tenue jusqu'à maintenant. Il regarde Andrea, cette fille sale et affamée, qui parle avec la certitude de quelqu'un qui maîtrise vraiment son art. Il regarde Villemont avec son diplôme allemand et son arrogance inébranlable. Et il prend une décision. « Bernard », dit Octave d'un ton ferme, « apportez l'équipement d'échographie ultrasonique. »« Quoi ?» Villemont s'avance. « Monsieur Mercier, vous ne pouvez pas être sérieux. Vous allez perdre du temps et de l'argent parce qu'une sans-abri a eu une intuition. » Octave se tourne pour le regarder, et il y a quelque chose dans ses yeux qui fait reculer Villemont. Ingénieur Villemont, vous avez eu 2 semaines et des millions d'euros en équipement pour trouver le problème. Vous n'avez pas pu le trouver. Cette fille a diagnostiqué en 30 secondes. Alors oui, je vais perdre mon temps et mon argent pour vérifier ce qu'elle dit. Si elle a tort, je passe à autre chose. Mais si elle a raison... Il laisse la menace planer dans l'air. Bernard, le visage rouge d'humiliation parce que son patron prend la sale clocharde au sérieux, crie des ordres à ses techniciens. 22 minutes plus tard, ils apportent l'équipement d'échographie ultrasonique, une machine coûteuse et sophistiquée qui utilise des ondes sonores pour détecter les imperfections internes dans le métal. Andrea regarde pendant qu'il prépare l'équipement et sent ses jambes trembler. Pas par peur de se tromper. Elle sait qu'elle ne se trompe pas. Ce qui la fait trembler, c'est qu'elle n'a pas mangé depuis 2 jours, 6 mois à dormir sur le sol froid, et maintenant debout, sous ces lumières brillantes, avec 20 hommes qui la fixent, comme si elle était une attraction de cirque. Le technicien spécialiste en ultrasons, un homme sérieux dans la 50aine, place le transducteur sur les soudures qu'Andrea a indiquées. Les résultats apparaissent sur l'écran de la machine en temps réel, et ce que tout le monde voit là rend le silence si lourd qu'il est difficile de respirer. Multiples indices de discontinuité interne, manque de fusion, porosité groupée, fissures subsurfaciques se propageant à partir des bords des soudures. Exactement où Andrea avait dit qu'elle serait. Le technicien se redresse lentement, le visage pâle. « Monsieur Mercier, dit-il avec une voix tremblante, cette jeune femme a raison sur tout. Les soudures sont gravement compromises. Si ce camion avait été pleinement chargé, il avale sa salive. Il aurait subi une défaillance structurelle catastrophique, probablement sur la route, probablement à grande vitesse. Les mots tombent sur le groupe comme des bombes. Andrea sent les larmes couler sur ses joues sales. Pas des larmes de soulagement, mais d'épuisement. 6 mois à être traitée comme une déchet, à être invisible, sans que personne ne croie qu'elle valait quelque chose. Et maintenant, finalement, quelqu'un l'a écoutée. Villemont est paralysé, la bouche ouverte, fixant l'écran de l'ultrason comme si c'était une sentence de mort. Bernard recule lentement, réalisant qu'il vient d'humilier publiquement quelqu'un qui s'est révélé plus compétent que tous réunis.
Et Octave Mercier regarde cette fille, cette Andrea Dubois que le monde a oubliée, et voit en elle le fantôme de tous les avertissements ignorés, de tout le talent gaspillé par le préjugé, de sa fille Renée, dont la mort aurait pu être évitée si quelqu'un avait écouté. « Bernard !» dit Octave avec une voix froide comme la glace. « Lâchez-la maintenant !» Bernard obéit immédiatement. Andrea vacille un peu en étant libéré et Étienne, le mécanicien le plus expérimenté, attrape rapidement son bras, mais avec gentillesse. Cette fois, respectueusement. Octave s'approche d'elle et s'arrête devant elle. Andrea fait quelque chose que personne n'attendait. Il enlève la veste de son costume à 2500 € et la met sur les épaules de cette fille sale et tremblante. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il doucement. « Andrea » répond-elle dans un murmure. « Andrea Dubois. »« Andrea » répète Octave. « Vous avez faim » Elle hoche la tête. Elle ne peut pas parler parce que le nœud dans sa gorge est trop gros. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?»« Il y a 2 jours. » Octave ferme les yeux un instant et quand il les rouvre, il y a quelque chose de différent en eux. Quelque chose qui était mort depuis 5 ans et qui vient de se réveiller. Il se tourne vers Bernard. « Vous !» dit-il avec une voix comme le tonnerre. « Vous venez d'humilier une personne qui nous a sauvés d'une tragédie, qui nous a sauvés d'un procès de plusieurs millions pour mort, de la destruction de cette entreprise. Et vous l'avez fait parce que vous avez jugé sa valeur par son apparence. » Bernard ouvre la bouche pour se défendre, mais Octave le fait taire d'un regard. « À partir de maintenant, vous êtes rétrogradé. Vous n'êtes plus superviseur, vous êtes assistant général, et votre première tâche sera d'aller chercher pour Andrea la meilleure nourriture que vous trouverez dans un rayon de 10 kilomètres. Compris ?» Bernard se sent humilié, le visage rouge. Octave se tourne vers Villemont, qui essaie de disparaître dans la foule. Ingénieur Villemont, dont l'incompétence a failli causer des morts, dont l'arrogance a failli détruire mon entreprise, vous êtes viré. Prenez vos affaires et partez. Vous ne pouvez pas faire ça, proteste Villemont. J'ai un contrat. Mon avocat examinera le contrat. Maintenant, sortez avant que j'appelle la sécurité. Villemont traîne sa propre dignité en morceaux, et Octave se tourne vers Andrea qui tremble sous la veste, les yeux écarquillés, incrédule de ce qui se passe. « Andrea Dubois, » dit Octave, « j'ai besoin que vous me disiez quelque chose. Pouvez-vous réparer ces soudures? Pouvez-vous sauver ce camion ?» Andrea regarde le Renault, regarde les soudures défectueuses et entend la voix de sa grand-mère dans sa mémoire, lui enseignant des techniques qu'aucun manuel moderne n'inclut plus, des secrets de la vieille garde qui se perdent. « Oui, » dit-elle clairement, « oui, je peux, mais ça va prendre du temps. Les soudures doivent être complètement enlevées. Le métal de base doit être inspecté. Le travail doit être fait avec soudage, à l'arc submergé, avec contrôle thermique rigoureux. Il faudra le temps, l'équipement, le personnel, tout ce dont vous avez besoin, interrompt Octave. Vous allez diriger ce projet. » Le silence qui suit est absolu. Andrea Dubois, qui il y a 20 minutes était une créature sale traînée hors de l'atelier, vient d'être mise en charge du projet le plus important de Mercier Transport. N'oubliez pas de vous abonner à Moteur et Espoir et de laisser un like si cette histoire vous touche. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. 30 minutes plus tard, Andrea est assise dans le bureau d'Octave, toujours enveloppée dans sa veste à 2500 €, avec une assiette de sandwich devant elle. Bernard a dû aller les acheter personnellement pour elle. Mais elle ne mange pas avec le désespoir que tout le monde attendait. Non, mes amis, elle mange lentement, avec dignité, s'essuyant la bouche avec une serviette après chaque bouchée, gardant la contenance que même 6 mois dans les rues n'ont pas pu lui enlever. Octave l'observe de l'autre côté du bureau, et quelque chose dans la façon dont cette fille préserve son humanité malgré tout lui rappelle tellement René qu'il doit détourner le regard. Après un moment, Andrea dit « J'ai besoin de savoir quelque chose. Comment est-ce qu'une personne avec vos connaissances a fini par vivre dans la rue ?» Andrea finit de mâcher, prend une gorgée d'eau, puis raconte son histoire. Elle parle de sa grand-mère Catherine,
comment cette femme extraordinaire a défié toutes les attentes, surmonté les préjugés de son époque et est devenue l'une des meilleures soudeuses de France. Elle parle des après-midi dans le petit atelier familial à Vénissieux, où sa grand-mère lui apprenait à souder, lui expliquant chaque détail, chaque secret, chaque technique qu'elle avait apprise en 40 ans d'expérience. Ma grand-mère me disait toujours, raconte Andrea avec les yeux brillants, le métal a de la mémoire. Si tu le chauffes trop vite, il s'en souvient et devient fragile. Si tu ne le laisses pas refroidir correctement, il accumule des tensions internes qui un jour éclateront. Elle m'a appris à lire l'acier comme un livre ouvert. Et pourquoi n'avez-vous pas étudié l'ingénierie ? Demande Octave. Avec ce talent. Il n'y avait pas d'argent, monsieur, répond simplement Andrea. Mon grand-père est mort quand j'avais 18 ans. L'atelier a fait faillite. Ma grand-mère a dû aller en maison de retraite à Saint-Étienne parce qu'on ne pouvait pas payer ses médicaments et s'occuper d'elle. J'ai travaillé où j'ai pu, mais sans formation académique, sans certification. Ils ne m'ont offert que des postes d'assistante, 1500 € par mois. Et il y a 6 mois, l'atelier où je travaillais a fermé. Sa voix s'étrangle. Sans référence, sans famille, sans personne pour se porter garant de moi, je me suis retrouvé dans la rue. Et votre grand-mère va bien ? Des larmes coulent sur les joues d'Andrea. Je ne sais pas, monsieur. Ça fait 3 mois que je n'ai pas pu la visiter. La maison de retraite est à Saint-Étienne. Je n'ai pas l'argent pour le train. Je prie juste chaque nuit pour qu'elle aille bien, pour que quelqu'un la traite avec respect, pour qu'elle se souvienne de moi. Octave sent quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette fille, après tout ce qu'elle a vécu, se soucie encore de sa grand-mère. Elle prie encore, elle a encore la foi. « Andrea, dit-il d'une voix ferme, je vais vous faire une offre. J'ai besoin que ce Renault soit réparé en 3 jours. Si vous pouvez le faire, si vous prouvez que vous savez vraiment de quoi vous parlez, je vous embauche. Salaire de 4 000 € par mois. Département de métallurgie spécialisé sous votre direction. Et en plus, il fait une pause, je paierai tout pour qu'Andrea étudie l'ingénierie mécanique à l'université Lyon 1. Diplôme complet. Elle ne peut plus respirer. 4 000 € par mois. Il y a 3 jours, elle cherchait de la nourriture dans les poubelles. Il y a 1 heure, on la chassait de l'atelier comme un chien, et maintenant cet homme lui offre plus d'argent qu'elle n'a jamais rêvé d'avoir. Pourquoi ? Murmure-t-elle. Pourquoi feriez-vous ça pour moi ? Octave ferme les yeux, et quand il les rouvre, il y a une vieille douleur en eux. Parce qu'il y a 5 ans, j'ai perdu ma fille pour ne pas avoir écouté la bonne personne. Un opérateur m'a averti qu'un chariot élévateur était défectueux. Mais je l'ai écouté. L'ingénieur avec son diplôme allemand qui a dit que tout allait bien, et ma Renée... Sa voix se brise. Ma Renée, 23 ans, est morte quand ce chariot a cédé. Elle est morte parce que j'ai donné plus de valeur à un diplôme qu'à l'expérience réelle. Et j'ai fait la promesse, en tenant sa main à l'hôpital, de ne plus jamais faire cette erreur. Andrea sent les larmes couler plus fort maintenant, pas seulement pour elle-même, mais pour cet homme qui a perdu sa fille, pour cette promesse faite dans tant de douleur. « Je ne vous décevrai pas, monsieur, dit-elle fermement. Je jure sur la vie de ma grand-mère que je vais réparer ce camion, et il sera mieux que neuf. » Octave hoche la tête. Il essuie discrètement ses yeux et se lève. « Alors allons-y. Vous avez 3 jours, et tout l'atelier est à votre disposition. » Quand Andrea retourne au bâtiment principal, elle n'est plus la fille sale qui était traînée dehors. Elle est l'ingénieure consultante en charge du projet le plus important de Mercier Transport. Les 20 mécaniciens qui se sont moqués d'elle la regardent maintenant avec un mélange d'embarras et de curiosité. Octave a ordonné qu'on lui apporte des vêtements neufs, une combinaison de soudeuse professionnelle, des bottes de sécurité, des équipements de protection complets. Quand Andrea sort du vestiaire dans son nouvel uniforme, propre pour la première fois en des mois, les cheveux correctement attachés,
Les mécaniciens la reconnaissent à peine, mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas son apparence, c'est la transformation dans sa posture, la façon dont elle marche vers le Renault d'un pas ferme, la façon dont ses yeux examinent le camion avec une autorité professionnelle. « Bien », dit Andrea d'une voix claire, debout devant tous les ouvriers. « Voici ce que nous allons faire. D'abord, nous devons enlever complètement toutes les soudures défectueuses. Ensuite, inspection échographique de toute la base métallique pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages dus au stress thermique. Puis, préparation de la surface avec enlèvement de tous les contaminants. Et enfin, ressoudage en utilisant le procédé à l'arc submergé avec contrôle rigoureux de température. Étienne, le mécanicien le plus expérimenté qui a été le premier à croire en elle, fait un pas en avant. « Je veux travailler avec vous, mademoiselle », dit-il avec un respect sincère. « Je fais ça depuis 40 ans et je n'ai jamais vu personne lire le métal comme vous. Apprenez-moi. » Un par un, d'autres mécaniciens s'approchent. Pas tous. Certains gardent encore leur fierté blessée. Mais les bons, ceux qui aiment vraiment leur art plus que leurs égaux, reconnaissent qu'ils sont devant quelque chose de spécial. Pendant les 3 jours suivants, Andrea travaille 18 heures par jour. Octave ordonne qu'un lit soit installé dans le bureau pour qu'elle puisse se reposer sans perdre de temps à aller à l'hôtel. Il assigne Bernard comme son assistant personnel, obligeant l'ancien superviseur à obéir à tous ses ordres, une humiliation nécessaire qui se transforme lentement en quelque chose de différent, un respect sincère. Parce qu'Andrea n'est pas vengeresse. Elle n'humilie pas Bernard en se souvenant de comment il l'a humilié. Elle lui enseigne, lui explique, lui montre pourquoi les choses se font d'une certaine façon. Et Bernard, un homme qui depuis 20 ans croyait tout savoir, découvre qu'une fille de 21 ans qui vivait dans les rues en sait 100 fois plus que lui. La deuxième nuit, pendant qu'Andrea est en train de souder une section critique du châssis avec une concentration absolue, Octave descend et l'observe de loin. Il remarque la précision de chaque mouvement, la façon dont elle contrôle l'arc électrique comme si c'était une extension de sa main, la façon dont elle vérifie constamment les températures, ajuste les vitesses, change les angles. C'est comme regarder un artiste au travail, comme regarder quelqu'un qui est né pour faire exactement ça. Et à ce moment-là, Octave prend une autre décision. Le 3e jour, quand le soleil se lève, Andrea termine la dernière soudure. Elle est épuisée, avec des cernes profonds, ses mains tremblent d'épuisement, mais quand elle enlève le masque de soudure et regarde son travail, ses yeux brillent de fierté. « C'est prêt !» annonce-t-elle. L'équipe d'inspection arrive 2 heures plus tard. Ils utilisent l'ultrason, les rayons X, le test de pénétration, toutes les méthodes de test non destructifs disponibles. Ils inspectent chaque centimètre des nouvelles soudures, et les résultats sont si parfaits que l'inspecteur en chef, un homme de 60 ans, avec 40 ans d'expérience, enlève ses lunettes et regarde Andrea avec stupéfaction. « De ma vie, dit-il lentement, je n'ai jamais vu des soudures aussi parfaites. La pénétration est complète, il n'y a pas de porosité, pas d'inclusion. La géométrie est impeccable. Ce produit est certifié pour supporter 3 fois la charge spécifiée. » Andrea sourit, fatiguée mais heureuse. Et puis elle dit quelque chose qui fait que tout le monde garde le silence. Ma grand-mère m'a appris que quand on soude quelque chose qui va transporter des vies humaines, on ne travaille pas pour remplir les exigences minimales. On travaille comme si sa propre famille allait voyager dans ce véhicule, parce que peut-être qu'un jour elle le fera. Octave sent les larmes brûler ses yeux. Cette philosophie, ce respect pour la vie humaine, c'est exactement ce que René aurait dit. Cet après-midi-là, Octave réunit tous les ouvriers de l'atelier dans le hall principal. Les 20 mécaniciens, soudeurs, techniciens, assistants forment un demi-cercle autour du Renault T-High, qui maintenant a des soudures parfaites, certifiées pour supporter des charges qu'aucun autre camion dans la région ne pourrait gérer. Andrea est à côté du camion, toujours dans sa combinaison de travail, épuisée, mais avec sa dignité intacte.
Bernard est à côté d'elle, mais plus comme son gardien, maintenant comme son assistant, sa perspective complètement changée. Tout le monde, commence Octave, sa voix résonnant dans tout le bâtiment. Il y a 3 jours, une jeune femme est arrivée dans cet atelier demandant de la nourriture, et nous, y compris moi, l'avons jugée sur son apparence. Nous l'avons traitée comme un déchet, nous l'avons humiliée. Le silence est inconfortable. Plusieurs mécaniciens baissent les yeux. Cette jeune femme, continue Octave, nous a sauvés d'une tragédie. Elle a vu en 30 secondes ce que des ingénieurs avec des masters d'Allemagne n'ont pas pu voir en 2 semaines. Et elle n'a pas seulement vu, elle a réparé. Elle a travaillé 3 jours sans s'arrêter pour sauver un camion qui vaut des centaines de milliers d'euros, pour sauver un contrat de 2 millions d'euros et surtout pour sauver des vies humaines qui seraient mortes si ce châssis avait cédé sur la route. Octave se tourne vers Andrea et dans ses yeux, il y a quelque chose qui fait qu'elle sent un nœud dans sa gorge. « Andrea Dubois, dit-il d'une voix solennelle, je veux vous présenter mes excuses devant tout le monde. J'ai vu comment il vous traitait et je n'ai rien fait au début. Je vous ai jugé sur votre apparence avant d'écouter ce que vous aviez à dire. C'était mal, profondément mal. » Andrea sent les larmes s'accumuler, mais les retient. Octave continue. « C'est pourquoi je veux annoncer officiellement, à partir de maintenant, vous êtes la directrice du département de métallurgie spécialisée chez Mercier Transport. Salaire de 4 000 € par mois. De plus, comme promis, je financerai toutes vos études d'ingénierie mécanique à Lyon 1. Et il y a une autre chose. » Il fait une pause et sa voix s'adoucit. « Votre grand-mère, Madame Catherine Dubois, est dans une maison de retraite à Saint-Étienne, n'est-ce pas ?» Andrea hoche la tête, incapable de parler parce que le nœud dans sa gorge est trop gros. « Elle n'y est plus, » dit Octave avec un sourire. « Ce matin, j'ai envoyé une équipe à Saint-Étienne. Votre grand-mère est transférée dans la meilleure maison de soins pour personnes âgées de Lyon. Toutes les dépenses payées, les meilleurs médecins, les meilleures infirmières, tout ce dont elle a besoin. Et tous les week-ends, vous pourrez la visiter sans vous soucier de rien. » Andrea s'effondre en larmes. Les larmes qu'elle retenait explosent et coulent sur ses joues tandis que ses jambes fléchissent. Étienne la rattrape avant qu'elle ne tombe, et elle pleure sur son épaule comme elle n'avait pas pleuré depuis 6 mois. Elle pleure toute la douleur, toute l'humiliation, toute la peur. Mais surtout, elle pleure de soulagement, de gratitude, de savoir que sa grand-mère, la femme qui lui a tout appris, va enfin aller bien. Les mécaniciens sont silencieux, et plusieurs d'entre eux ont les yeux humides aussi. Bernard s'approche d'Andrea, et quand elle lève les yeux avec les yeux remplis de larmes, il fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'agenouille devant elle. « Andrea, dit-il d'une voix étranglée, j'ai été le pire de tous. Je vous ai traité comme un déchet, je vous ai blessé, je vous ai humilié, et vous m'avez appris plus en 3 jours que j'ai appris en 20 ans. Vous m'avez montré que la vraie connaissance ne vient pas des diplômes. Elle vient de l'amour pour l'art, du respect pour le travail, des enseignements de personnes comme votre grand-mère qui ont tout donné pour que des gens comme nous puissent apprendre. » Il essuie ses yeux avec le dos de sa main. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et si vous me laissez continuer à être votre assistant, pas par obligation, mais parce que je veux apprendre de vous. » Andrea, toujours en larmes, l'aide à se relever et l'embrasse. Et dans cette étreinte, Bernard sent le poids de son orgueil stupide finalement se briser et disparaître. Un par un, les autres mécaniciens s'approchent. Pas tous, il y en a encore quelques-uns qui gardent leur ressentiment, leur incapacité à accepter qu'une femme sans formation académique soit meilleure qu'eux. Mais les bons, ceux qui aiment vraiment leur métier, s'approchent d'elle pour s'excuser, pour la féliciter, pour demander s'ils peuvent apprendre d'elle. Octave observe tout de côté et ressent quelque chose qu'il ne ressentait pas depuis 5 ans. La paix. Comme s'il avait finalement réglé une dette, comme si Renée, où qu'elle soit, pouvait enfin se reposer, sachant que son père a appris la leçon. Ce soir-là, Octave emmène personnellement Andrea dans un appartement qu'il a préparé. Un endroit petit, mais propre et meublé, avec un frigo plein de nourriture, avec un vrai lit, avec de l'eau chaude.
Andrea marche dans le appartement en touchant tout comme si c'était un rêve dont elle va se réveiller à tout moment. « C'est à vous, » dit Octave. « Tant que vous travaillez pour moi, c'est votre maison. Et demain, nous irons ensemble à Lyon. Je veux que ce soit vous qui annonciez la nouvelle à votre grand-mère. » Andrea se tourne vers lui et dans ses yeux, il n'y a plus de larmes. Il y a de la détermination. « Monsieur Mercier, dit-elle fermement, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je vais travailler plus dur que n'importe qui. Je vais étudier, je vais apprendre. Je vais devenir la meilleure ingénieure que je puisse être. Pas seulement pour moi, mais pour ma grand-mère, pour vous, pour votre fille Renée. » Octave sent un serrement dans sa poitrine en entendant le nom de sa fille sur les lèvres d'Andrea. « Vous l'êtes déjà, dit-il avec douceur. Vous êtes déjà la meilleure. Vous avez juste besoin des papiers qui prouvent ce que nous savons déjà. » Le lendemain, le Renault Truckstee High est livré à l'entreprise minière avec des certifications qui dépassent toutes les normes. Le client est si impressionné qu'il double le contrat. 2 millions d'euros deviennent 4 millions d'euros. Et tout ça grâce à une fille qui, quelques jours avant, demandait de la nourriture dans les rues. Des mois plus tard, mes chers amis, l'histoire d'Andrea Dubois est devenue une légende dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. La maison de retraite dans le 6e arrondissement de Lyon est un endroit magnifique, avec des jardins fleuris et des infirmières qui s'occupent de chaque résident comme s'il était de la famille. Et dans une chambre spacieuse, avec vue sur le jardin, Madame Catherine Dubois, la pionnière de la soudure, celle qui a défié le monde à une époque où les femmes ne pouvaient même pas entrer dans les usines, vit ses derniers jours avec dignité, avec affection, avec amour. Chaque week-end, Andrea vient la visiter. Mais elle n'est plus la fille sale et affamée d'il y a 6 mois. Maintenant, elle arrive dans sa propre voiture, habillée de l'uniforme d'entreprise de Mercier Transport, portant des livres d'ingénierie de Lyon 1, où elle étudie avec les honneurs. Et à chaque visite, elle s'assoit à côté de sa grand-mère et lui raconte tout. Elle lui explique comment le département de métallurgie qu'elle dirige a déjà 5 projets avec différentes entreprises. Elle lui raconte comment Bernard est devenu son bras droit et meilleur élève. Elle lui raconte comment Étienne et elles ont écrit un manuel de techniques anciennes de soudure qui est maintenant utilisé dans les écoles techniques de 3 régions. Et Madame Catherine, 82 ans, avec ses mains ridées qui autrefois tenaient des chalumeaux de soudure quand aucune femme ne le faisait. Écoute, ses yeux brillants de fierté. « Tu as réussi, ma petite », dit-elle d'une voix tremblante. « Tout ce que je t'ai appris pendant ces après-midi à l'atelier, ce n'est pas perdu. Ça continue à vivre en toi. » Andrea prend les mains de sa grand-mère dans les siennes. « Rien de ce que vous m'avez donné n'est perdu, grand-mère. Chaque leçon, chaque technique, chaque mot m'a sauvé la vie. Et maintenant, je sauve des vies avec. » Au siège de Mercier Transport, Octave a inauguré quelque chose qui aurait fait pleurer sa fille Renée de bonheur, la Fondation Renée. Mercier, un programme qui cherche des jeunes talentueux dans les ateliers, usines et garages de toute la région. Des jeunes comme Andrea qui ont des connaissances extraordinaires, mais pas d'opportunités. La Fondation paie leurs études complètes, leur offre des emplois, leur donne l'opportunité de montrer que le vrai talent n'a pas besoin de nom de famille célèbre ou de diplôme coûteux. En 6 mois, la Fondation a déjà aidé 17 jeunes, 3 femmes soudeuses, 2 mécaniciens de quartiers défavorisés, un tourneur qui a appris le métier dans les rues, tous avec des histoires similaires à celles d'Andrea, tous avec cette lueur dans les yeux qui dit « Je peux faire ça mieux que n'importe qui, donnez-moi juste une chance ». Et c'est Andrea qui les interviewe personnellement. C'est elle qui décide qui entre dans le programme, parce qu'elle sait reconnaître ce talent caché sous la pauvreté et le préjugé. Elle l'a vécu. Dans les écoles techniques de Lyon, Saint-Étienne et Vénissieux, les professeurs racontent maintenant l'histoire d'Andrea Dubois comme exemple. La fille qui vivait dans les rues et a sauvé des millions avec une connaissance qu'aucun ingénieur allemand ne possédait. L'histoire est devenue inspiration, est devenue espoir. Et un dimanche après-midi, dans le jardin de la résidence, pendant qu'Andrea lit un chapitre de son livre de
Métallurgie avancée à sa grand-mère, Octave arrive pour une visite, apportant des fleurs fraîches et un sourire sincère. Il s'assoit avec elle à l'ombre d'un arbre, et tous les trois parlent de soudure, d'acier, de ces jours où Madame Catherine était la seule femme dans un atelier plein d'hommes, qui disaient qu'elle ne pouvait pas le faire. « Vous lui avez bien appris, Madame Catherine, » dit Octave, avec un respect sincère. Vous lui avez appris que la connaissance vaut plus que l'or, que la dignité ne peut pas être achetée ou vendue, qu'un travail bien fait est la meilleure vengeance contre le mépris. Madame Catherine sourit. Elle prend la main d'Andrea dans une des siennes et celle d'Octave dans l'autre. « Vous deux, dit-elle doucement mais avec toute certitude, vous vous êtes sauvés mutuellement. Andrea vous a appris à voir le talent là où d'autres voient des déchets et vous lui avez donné l'opportunité que le monde lui refusait. C'est comme ça que ça devrait toujours être. » Elle a raison, mes chers amis. C'est comme ça que ça devrait toujours être. 2 ans plus tard, quand Madame Catherine est finalement décédée à 84 ans, Andrea était déjà une ingénieure diplômée avec les honneurs. Et à ses funérailles ne sont pas venus seulement la famille. Les 17 jeunes de la fondation René Mercier qu'elle a aidé à sélectionner sont venus. Bernard, Étienne et tous les mécaniciens de l'atelier industriel Moreau sont venus, ceux qui ont découvert que le respect se gagne par le travail acharné, pas par les titres. Octave est venu et a pleuré parce qu'en Andrea, il a trouvé un moyen d'honorer sa fille Renée. Et ensemble, ils ont fait une promesse à Madame Catherine, que ses enseignements ne mourraient jamais, que chaque technique, chaque leçon, chaque mot qu'elle a partagé continuerait à vivre dans les mains des nouvelles générations. Aujourd'hui, Andrea Dubois dirige le département de métallurgie le plus respecté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son histoire est racontée dans les universités comme un exemple que le vrai talent trouve toujours un moyen de briller quand quelqu'un est prêt à le voir. Et chaque fois qu'Andrea certifie une soudure, chaque fois qu'elle inspecte un travail critique, elle murmure une petite prière pour sa grand-mère Catherine, la pionnière qui lui a appris que le métal a de la mémoire, mais que l'amour enseigne pour toujours. Parce qu'au final, mes chers amis, cette histoire nous rappelle quelque chose de fondamental. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence. Le talent le plus extraordinaire peut être caché sous la pauvreté. La sagesse la plus profonde peut résider dans la personne la moins attendue. Et parfois, ce dont nous avons besoin est exactement ce que nous sommes sur le point d'ignorer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Moteurs et Espoirs et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires d'espoir et de rédemption. À bientôt, mes amis.